Après ce tour d'horizon tout à fait stimulant de Jean-Louis Cohen, nous allons donner la parole à Mathieu Garrigou-Lagrange, qui est journaliste et écrivain. Sur France Culture, il a produit et animé plusieurs émissions sur la littérature et sur la ville. Actuellement, dans la Compagnie des œuvres, il a notamment consacré, si je ne me trompe, des émissions sur Frank Lloyd Wright et Le Corbusier. Il vient de publier aux éditions de l'Olivier son deuxième roman, Le Brutaliste, qu'a déjà évoqué Jean-Louis Cohen, dont le héros est donc l'architecte portugais au destin pour le moins original, Tavera. Et il va évoquer pour nous les contraintes narratives que pose à l'écrivain la description des bâtiments. Merci Guillemette, merci aussi à Jean-Louis Cohen pour cette invitation et pour l'organisation de cette journée. Je voudrais souligner évidemment pour commencer que c'est en amateur d'architecture et en autodidacte en matière d'architecture que je vous parle aujourd'hui. Évidemment, mon intervention sera moins riche en théorie et en érudition et plus subjective que, par exemple, votre introduction, Jean-Louis Cohen. Donc, ce n'est pas une communication de chercheur, c'est comme l'auteur d'un roman qui fait une hypothèse. Et cette hypothèse, c'est celle que l'architecture, dans la forme des bâtiments, reflète la personnalité de l'architecte. Et donc, je vais d'abord vous raconter comment ce livre, Le Brutaliste, que je publie donc aux éditions de l'Olivier, a germé dans mon esprit, mon rapport à la ville de Lisbonne où il prend place, l'histoire donc de cet architecte Thomas Tavera qui est le protagoniste principal, et puis dans un second temps raconter un petit peu comment au fur et à mesure de l'avancement d'abord du manuscrit puis ensuite des différentes étapes de la publication, l'architecture a un petit peu disparu, s'est un petit peu évanouie du roman, même si à mon avis elle reste de façon puissante, mais peut-être de manière moins directe que ce que j'avais prévu au départ. Et ça pose en fait la question de savoir dans quelle mesure le genre du roman peut intégrer de la description de bâtiments, peut intégrer aussi des idées de théorie d'histoire de l'architecture, bien que, encore une fois, je sois ici autodidacte. Alors, on a une première image ici qui est prise depuis la rive sud du Tage, où l'on voit 4 tours qui sont donc 4 tours du complexe des Amoreiras. En fait, c'est 3 tours plus un satellite, un immeuble dont je ne parle pas dans le livre. Je parle uniquement des 3 tours qui ont été construites en 1989 par Thomas Tavera. On voit aussi le quartier de Alcantara, qui est à gauche en bas de l'image, qui est un quartier ouvrier, où est né en 1938 cet architecte portugais Thomas Tavera dans une famille d'extraction modeste, puisqu'il a commencé à 14 ans à travailler tout comme son père, à réparer les tramways et les autobus de la ville de Lisbonne dans un entrepôt qui deviendra le lieu de la construction de ces 3 tours des Amoreiras. Donc il a une trajectoire assez fascinante puisqu'il passe du statut d'ouvrier à celui d'architecte et il va construire les 3 premières tours de Lisbonne à l'endroit même où il travaillait à 14 ans à réparer des autobus. Pourquoi écrire sur Lisbonne ? Un mot peut-être là-dessus. Tout simplement parce que j'ai un rapport personnel à cette ville et que pour moi elle a longtemps représenté le Sud et que le Sud dans mon histoire est un lieu assez désirable pour lequel j'ai développé des fantasmes qui sont des fantasmes d'ailleurs de clichés puisqu'on y imagine une vie plus douce, plus sensuelle, faite de soleil et de mer et débarrassée de l'ennui du Nord. J'aimais aussi beaucoup l'atmosphère romantique de cette ville qui, quand j'ai commencé à y aller beaucoup, était en partie en ruine, puisque les loyers étaient bloqués dans le quartier où je vivais depuis Saint-Lazare, et que c'est simplement avec la crise de 2008 et ensuite la Troïka qui a obligé le déblocage des loyers que finalement tous ces quartiers ont été réhabilités
et que le tourisme a changé complètement la ville. Mais encore au début des années 2010, on pouvait y voir des petits castellets délabrés. Il suffisait de pousser les portes pour rentrer. Il y avait encore des appartements occupés, mais par des gens extrêmement pauvres qui, évidemment, ne sont plus tellement maintenant des habitants du centre de Lisbonne. Donc cette ville était pour moi extrêmement romantique. Je l'aimais aussi parce qu'elle est au carrefour de deux grandes influences. D'abord, c'est évidemment une ville européenne, mais c'est aussi une ville très influencée par l'Afrique du Nord. Vous avez à la fois la Baixada Pombalina qui est très européenne à la fois dans son damier, enfin on pourrait dire aussi américaine, mais disons occidentale, et l'avenue de la Liberté qui est une sorte de Champs-Élysées lisboète, et en même temps vous avez évidemment les azulejos qui sont une importation en grande partie de l'Afrique du Nord, mais aussi plein de jardins avec des irrigations par canaux, comme on en trouve également dans le Maghreb, et vous avez des petits palais avec des patios qui font penser à des riades. Donc tout cela m'intéressait beaucoup. Quand j'ai découvert pour la première fois ces trois tours, au cours d'un premier voyage dans les années 90, je les ai trouvées extrêmement intrigantes par leur aspect dominateur. Et aussi, la question que je me suis posée, c'est au fond, que faut-il en penser esthétiquement quelle est la valeur esthétique de ces photos, de ces tours. Alors on les voit ici d'un peu plus près. Il s'agit du complexe des Amoreiras, qui est un complexe à la fois de bureaux, 20 000 m² dans les trois tours, 115 logements qu'on voit ici devant. Ce sont les bâtiments roses, qui sont des logements destinés aux élites portugaises. J'ai aussi des images que je n'ai pas amenées là, mais de l'intérieur de ces bâtiments avec des appartements en marbre. Et donc, ce complexe est au-dessus d'un centre commercial de 58 000 m² et tout près d'une pénétrante autoroutière. Et juste devant, il était prévu de faire un golf, mais ce golf n'a jamais été fait. Il y a ici des bassins de rétention d'eau. Alors, ces tours posaient, ou plutôt réactivaient chez moi une question qui est celle du mystère de ce que la forme des bâtiments provoque sur la sensibilité. Autrement dit, pourquoi est-ce que des choses inanimées arrivent à créer chez nous des émotions, et quel est le mystère de ce phénomène? Pourquoi éprouve-t-on du dégoût ou au contraire du goût? Pourquoi des bâtiments flattent-ils ou non l'œil, et en quoi est-ce que ces formes renvoient à des significations, à des mythes, à des histoires? Alors la première chose qu'on pourrait dire, c'est que d'un point de vue romanesque, ces tours ont plusieurs avantages. Elles racontent immédiatement des histoires, à mon avis, dans deux sens. Le premier sens, c'est celui de l'intégration dans la ville et du rapport de la modernité avec le passé, du dialogue entre cette ville. On voit ici l'aqueduc qui date d'avant même le tremblement de terre. Donc cette ville qui est quand même extrêmement chargée d'histoire et extrêmement sage. Et l'irruption donc très symptomatique de cette modernité qui s'affiche vraiment comme une modernité extrêmement datée dans son style années 80. Donc la première histoire pourrait être finalement celle du dialogue, et même plutôt à mon avis de la confrontation entre différents groupes de personnes, les uns étant favorables à l'irruption de cette modernité, les autres préférant conserver une forme de tradition. Mais la deuxième histoire, à mon avis, plus intéressante, c'est l'histoire que raconte le fait que ces tours sont des personnages en eux-mêmes et revendiqués comme tels par l'architecte. Donc Thomas Tavera, architecte postmoderne, qui a commencé comme architecte brutaliste, a expliqué que ces trois tours étaient en réalité trois personnages, deux chevaliers entourant une dame. Et en effet, on voit que les codes féminins sont... par exemple avec les codes clichés du féminin, la rondeur de cette forme en haut, la cavité de la forme en bas fait contraste avec les formes tendues des deux tours qui encadrent la tour centrale et qui sont donc censées être des figures masculines avec, on le voit assez bien, ce qui pourrait ressembler à un sexe masculin dans la flèche qu'on voit au pied des tours.
Donc c'était narratif aussi pour cette raison-là. Et ce qui m'intéressait également, c'était qu'on avait là affaire à une architecture postmoderne et que l'architecture postmoderne se revendique, et je parle là sous le contrôle de gens qui ici savent beaucoup mieux de quoi il s'agit que moi, mais se revendique, me semble-t-il, depuis notamment Venturi, comme une architecture parlante, une architecture qui raconte et qui réintroduit du discours après l'architecture moderne qui parle moins ou ne parle pas. Enfin, cette architecture est une architecture du jeu, et Thomas Tavera pourrait revendiquer le slogan Form follows fun, qui signifie donc la forme suit le fun, et qui est évidemment une référence à Form follows function des modernistes. Et je trouve que sur cette image, on voit bien comment on pourrait avoir affaire à une composition faite finalement à partir de jeux de cubes par un enfant. Comment il y a quelque chose de très joueur, y compris dans les couleurs, y compris dans le fait que beaucoup de gens comparent ces tours à des personnages de dessins animés. Goldorak est souvent revendiqué. Il y a aussi le rapport au château fort avec l'espèce de petite enceinte rose. Enfin, tout cela est joueur et amusant. Donc, mon idée était comment est-ce que je peux prouver, il ne s'agit pas de prouver, on est en littérature, mais faire un lien entre la personnalité d'un architecte et la forme de ses bâtiments. Et je me suis dit que j'avais là la possibilité de le faire parce que l'architecte était a été en 1989 au cœur d'un scandale public. J'avais donc l'histoire de cet architecte et je pouvais le mettre en regard, je pouvais mettre sa biographie de manière officielle en regard avec ses bâtiments. Donc je vous raconte un petit peu l'histoire de Thomas Tavera, architecte qui a travaillé, qui a étudié aux États-Unis, qui a une thèse de doctorat du MIT, qui a commencé donc avec des bâtiments brutalistes, puis s'est ensuite consacré au postmodernisme. Il aime les bâtiments de Gehry, mais aussi ceux de Michael Graves, qu'il a bien connus. Et il a eu donc cette ascension sociale fulgurante dont j'ai commencé à vous parler, réparateur de bus, puis dessinateur industriel, école des beaux-arts. Ensuite, il est rentré dans une agence très célèbre à l'époque, l'agence de Francisco da Conceição Silva. Il est devenu numéro 2 de cette agence, puis il a créé son agence, il a été directeur de l'école d'architecture, et en 1989, au sommet de sa gloire, il est frappé par un scandale parce que dans une de ses tours que l'on voit ici, il avait installé son agence et il se filmait avec des femmes dans des positions sexuelles plutôt d'asservissement ou d'assouvissement. Et ces photos, ces vidéos ont été divulguées par les femmes elles-mêmes, par l'une des femmes en l'occurrence, et donc ça a créé un scandale énorme. Et sa carrière s'est pas tout à fait arrêtée là d'ailleurs, mais enfin en a été sérieusement écornée, évidemment. Je vous montre ici l'image de Semana Illustrada, formidable revue à scandale, donc parce que c'était censé feuilletonner la diffusion des photos. Donc dans le numéro précédent, il y a eu les captures d'écran qui ont été imprimées, et puis ça c'est le numéro qui a été censuré par les autorités. Et ça c'est un numéro de Semana Illustrada que j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale du Portugal. Je reviens un tout petit peu en arrière pour vous montrer ce bâtiment étonnant qui est un bâtiment de Thomas Tavera en forme de guitare portugaise. Et je veux illustrer par cette photo cette idée du form follows fun et l'idée du jeu. Donc, ayant d'un côté la forme étrange de ces bâtiments et de l'autre côté des informations précises sur la vie de cet homme, je pouvais émettre l'hypothèse que dans sa vie, il était plutôt quelqu'un qui aimait s'amuser, qui aimait jouer, qui aimait dominer, et qui était plutôt irrespectueux d'une forme
de vivre ensemble, disons, et ces choses-là, on les retrouve évidemment dans son architecture, donc le jeu, l'amusement, la domination, on l'a vu sur la première image, et puis de l'irrespect pour l'environnement, c'est-à-dire que pour lui, par exemple, la Baixia Pombalina, ça n'a aucun intérêt, ça n'est pas original, donc il valorise l'originalité, et de la même manière, dans sa vie privée, il valorise de ne pas suivre les codes et d'être particulièrement irrespectueux, ce qu'il est évidemment. Je souhaitais aussi le faire, j'espère ne pas être trop long, je n'ai pas exactement regardé, mais vous me ferez signe. Je voulais aussi essayer de faire le parallèle avec les tenants de l'architecture salazariste. On voit ici ce qu'on appelle le Portugal suave, Portugal doux, qui est le nom un peu parodique qu'on a donné à ce style de bâtiment qui était encouragé par le régime de Salazar. Et donc à un moment donné dans le livre, j'ai eu envie de faire le lien entre des personnes qu'on pouvait imaginer conservatrices, rigides, et cette architecture traditionnelle, tournée vers le passé, qui est l'architecture du Portugal suave, et qui reprend des éléments de l'architecture portugaise traditionnelle, mais en gardant finalement que des signes, et pas tellement l'esprit. Et je vais vous dire pourquoi j'ai un petit peu au fur et à mesure abandonné cette deuxième partie du raisonnement. Donc venons-en à comment parler au fond de tout ça dans un livre, parce que voulant faire un roman, j'avais quand même besoin d'expliquer un certain nombre de choses, et notamment des choses qui relevaient de l'histoire de l'architecture, même si encore une fois je suis loin d'être historien de l'architecture, mais je prends des grandes idées et j'essaye de les simplifier et d'en tirer quelques conséquences. Donc dans un premier temps, j'ai cherché à faire des descriptions des bâtiments et essayer d'expliquer quelques notions qui me permettaient d'être à l'appui, non pas de ce que je n'appelle pas une démonstration, encore une fois, mais simplement d'une idée que je jette comme ça. J'ai assez vite eu le sentiment que les descriptions étaient un petit peu fastidieuses parfois, et je vous en lis peut-être un extrait de quelque chose que j'ai coupé, si j'arrive à le retrouver. Malgré tout, le style dominant de l'architecture salazariste faisait fortement référence au passé. Ce langage, imposé par le régime, ne prenait pas de risque, il était conservateur, historiciste, en un sens rétrograde. Il est aujourd'hui connu sous le nom parodique de Portugal suave, en référence à une marque de cigarettes légères qui portait à l'époque ce nom. Un style light, en effet, comme une version allégée de ce qui fait la beauté de l'immeuble traditionnel portugais, auquel il reprend des éléments caractéristiques, comme les fenêtres affleurant la façade et encadrées de pierre, les portes au fronton rappelant, mais de façon stylisée, ceux des églises baroques, ou encore les toits en tuiles pentues de la maison traditionnelle. En mettant côte à côte l'inspiration originelle et le résultat passé par le tamis du Portugal suave, on est frappé de reconnaître les éléments stylistiques classiques qui l'ont imprégné, mais d'une manière étrangement dégradée. C'est comme si tout leur charme, tout leur élancement, toute leur élégance avait été aspirée puis recrachée à l'extérieur du bâtiment pour n'en garder qu'une mauvaise inspiration, fade copie aux proportions aplaties, débarrassée de son âme mystérieuse, comme un dessin qui aurait été scanné et encodé par un Minitel. Tout s'y trouve, mais plus rien n'y est. Je vous lis ce passage pour vous dire qu'à chaque fois que j'ai souhaité, dans le roman, inclure des éléments réellement architecturaux, à la relecture, ces éléments ne fonctionnaient pas, parce qu'ils cassaient en fait la narration. Et même chose pour les photos, à un moment donné j'ai pensé qu'il fallait mettre des images pour que ce soit plus simple justement de faire comprendre les choses, et à la relecture je voyais bien qu'il suffit de regarder de loin ce manuscrit pour qu'un éditeur ou qu'un auteur se dise on n'est pas là en train de lire un roman, on est en train de lire autre chose. Donc j'ai retiré les photos. C'est posé la question de savoir où le livre devait être présenté. Est-ce que ça devait être une maison plutôt fléchée sur l'architecture? Est-ce que ça devait être de la littérature purement? Est-ce que ça devait être un essai? Parce qu'il y avait aussi des questions relatives à MeToo dans le livre. Et au fur et à mesure donc
des discussions que j'avais avec des éditeurs, j'ai encore repris le texte, et non seulement j'ai fait tomber les photos, mais j'ai donc fait tomber la plupart des passages architecturaux, et ensuite tout ce qui pouvait être un petit peu plus théorique ou sur la question du harcèlement. Et finalement, c'est donc l'Olivier qui publie ce livre. Et de façon assez symptomatique, la dernière étape a été que j'ai proposé pour la couverture du livre l'image de droite, parce que je trouvais qu'elle montrait bien la domination des tours, et puis il y avait quelque chose de symbolique avec l'idée de la route qui pouvait éventuellement figurer la rapidité de la vitesse de la vie. Enfin bon, je voyais quelque chose un peu comme ça, c'est peut-être un peu kitsch. Et Olivier Cohen, à mon avis, de très bons conseils, le directeur des éditions de l'Olivier, a eu l'idée plutôt du Minotaure. Voilà. C'est-à-dire, pas d'architecture, mais le personnage. Donc le biographique a été, à toutes les étapes du retravail du livre, le biographique a été encouragé, y compris quand mon éditrice, Nathalie Kuperman, m'a demandé de retravailler le texte en m'y incluant davantage. Parce que je m'y incluais un petit peu, mais elle m'a demandé de rajouter une trame narrative auto-fictionnelle, si bien que l'architecture était à chaque tamis, à chaque nouvelle étape, disparaissait au profit du biographique, et même de tous les biographiques. Et cette image en est, je crois, tout à fait symbolique. Je vais donc m'arrêter dans peu de temps. Peut-être en conclusion, voilà, poser la question de savoir dans quelle mesure, à partir du moment où on souhaite faire ce qu'on appelle du roman, à l'exception, dirais-je, du nouveau roman qui est un genre particulier, puisque précisément il s'intéresse à la disparition du personnage classique, et la question de la description pour le nouveau roman est tout à fait spéciale, je crois. Mais comment peut-on parler d'architecture réellement dans un livre d'un genre qui est le genre du roman, en tous les cas, comme le grand public s'imagine, et les éditeurs aussi, parce qu'à un moment donné se pose la question aussi d'être publié, et d'être publié dans un endroit et pas un autre. Voilà, comment est-ce qu'on peut faire rentrer l'architecture dans des livres comme ça? Et ma réponse personnellement, et je serais très heureux d'entendre les vôtres, a été tout simplement que finalement c'est beaucoup le sentiment, c'est par le sentiment des personnages que passe l'architecture. Donc c'est par le biographique et par le personnage que l'architecture émerge, ainsi que dans une sorte de courant souterrain mythique, et que c'est comme ça que l'architecture a apparu dans le roman. Je m'arrête là, si vous avez des questions. Je suis Yvan Jablonka. Bonjour à toutes, à tous. Merci pour cette présentation que j'ai trouvée fascinante, passionnante, parce que vous parlez de vos écrits sans parler de vous-même d'une certaine manière. La question que je voudrais vous poser porte sur le style. J'avais retenu que le brutalisme, c'était le fait d'assumer, par exemple, le béton et des formes très fonctionnelles. Donc je me souviens des époux Smithson, hein, c'est bien ça. Et on voit tout autre chose ici. On voit une architecture flamboyante, presque littéraire, néo-expressionniste, lumineuse. Et je voudrais savoir finalement en quoi il est brutaliste. Alors peut-être que c'est un passage de sa carrière dont vous ne parlez pas ou qu'on voit rapidement ici, mais comment il en arrive à faire ces tours qui au fond n'ont strictement rien à voir et qui sont plutôt du post-Venturi plutôt que du brutalisme, il me semble. Vous avez tout à fait raison. Merci. Vous avez tout à fait raison, Yvan Jablonka. C'est là aussi où on est quand même dans la littérature. Le titre était trop tentant d'allier architecture et brutalité dans un même titre, en utilisant le mot le brutaliste.
en effet, il est un architecte postmoderne, mais comme il a commencé sa carrière en se revendiquant, et à l'école des Beaux-Arts, il se revendiquait comme étant brutaliste, parce que je pense qu'il était adepte de l'ère du temps, et que c'était aussi ce qui était à l'avant-garde à ce moment-là, quand lui était à l'école. Donc il s'est revendiqué brutaliste. Il a fait ce bâtiment, alors je parle sous le contrôle de Jean-Louis Cohen, qu'on peut peut-être qualifier, oui, j'ai un oui, de brutaliste. Et donc vous avez raison. Ça, c'est une usine de disques, Valentine de Carvalho, qui est un de ses tout premiers gros chantiers. Donc on est là dans les années 60, peut-être à la moitié des années 60. Non, enfin, Valentine de Carvalho était le grand éditeur de fado, de musique de fado de Lisbonne, et on est là dans la campagne, mais je crois que c'est plutôt vers le nord, je crois que c'est plutôt du côté de Porto. Il faudrait vérifier cette information-là. Oui, une remarque. En fait, le roman aurait peut-être dû, si le titre avait été fidèle à ses développements qui portent sur le quartier des Amoreiras, qui est en fait très dérivé de l'architecture de Michael Graves parmi les postmodernes. C'est du Graves, c'est du sous-Graves, avec un peu de Bofill par-dessus. Le livre a pu s'appeler Le postmoderniste, mais sans doute l'effet aurait-il été moins efficace. C'est-à-dire que ça a rejeté le livre du côté de l'architecture, or c'est aussi un livre sociétal. C'est pour ça que le brutalisme me semblait, et c'est là où on est dans la littérature, plus intéressant. Oui, mais alors, à mon sens, du coup, le brutalisme renvoie moins à une question de langage architectural qu'à celle de l'attitude de ce surmâle pour parler comme Jarry, et d'où la figure du Minotaure, dont on ne voit pas s'il est bien membré ou pas. Oui, ça boucle exactement cette idée que c'est très difficile, dans le genre romanesque, d'introduire précisément des notions architecturales, parce qu'on a besoin finalement d'accéder à, oui, je crois, au mythe et puis à des références qui sont des références qui doivent sortir de l'architecture pure pour faire partie de ce genre qu'est le genre romanesque, tel qu'on se l'imagine évidemment. Guillemette Morel-Jondal. Mais du coup, puisqu'on est dans la fiction, pourquoi est-ce que vous êtes resté fidèle à la vraie architecture de Tavera, et pourquoi ne pas avoir parlé comme s'il était resté dans ce style-là? Et là, vous aviez votre hypothèse de brutaliste brutal qui fonctionnait. Oui, mais du coup, on était vraiment à ce moment-là purement dans la fiction. Ouais. Le livre est quand même hybride. Le livre essaie de ne pas dire d'ailleurs trop de bêtises sur le personnage de Tavera. Je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai fait des entretiens avec lui, je me suis documenté. Mon imaginaire fonctionne mieux avec une réalité posée, parce que voilà, ça permet d'éviter de... Comme la réalité est bien souvent plus intéressante et va beaucoup plus loin que la fiction et que tout ce qu'on pourrait imaginer, il y a quelque chose aussi de plus jouissif à travailler sur la réalité. Donc voilà, moi je pense que ça lui donnait plus de force, et puis après ça donne plus de force aussi aux lecteurs qui le connaissent, parce qu'il y a un effet, un effet de réalité tout simplement. Et donc je crois qu'on aime toujours lire des fictions basées sur des faits réels. Il y a toujours quelque chose qui parle beaucoup. Enfin. Mais ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans ce que vous nous avez présenté, c'est la part de l'éditeur et la part du lecteur tel que s'imagine l'éditeur, qui donc, le lecteur au fond n'est pas passionné par l'architecture, mais plus par la personnalité de l'architecte. Oui, il y a eu d'abord, comme je l'ai dit, une part d'autocensure de ma part, mais peut-être que ce travail a été important. Dans un premier temps, d'y mettre vraiment de l'architecture, puis de l'enlever, parce qu'il en est resté, je pense, quelque chose, de façon pas si homéopathique que ça d'ailleurs, mais simplement pour retrouver le rythme au fond narratif du roman, il a fallu retirer ces passages. Je crois pas, on ne peut pas parler de... Alors évidemment, on peut avoir le sentiment que l'éditeur censure, mais je ne crois pas que l'éditeur censure. En fait, je pense que l'éditeur, en l'occurrence,
aide le livre à accoucher d'un point de vue extérieur, et pour qu'un roman, à mon avis, un roman doit se confronter à son lecteur. Enfin, bon, encore une fois, tout ça, c'est un peu un autre sujet. Mais tel que moi je le conçois, le roman doit se confronter à son lecteur, et en cela, le travail de l'éditeur, pour moi, est intéressant.